Oui, Benoît, ce sera au Théâtre Hébertot à partir du 14 septembre. Merci à notre réalisatrice Laetitia Montanari. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous retrouve demain à 18h, si vous le voulez bien, en compagnie du pianiste et chef d'orchestre Jean-François Esser. Tout de suite, vous retrouvez le chef d'orchestre du 19-20, Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique. Sycomore Asset Management, société de gestion engagée qui donne du sens à l'investissement. Il est 19h sur Radio Classique. « 19h-20h avec Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. » Bonsoir à tous. Après le journal de Béatrice Mouedine et notre nouveau rendez-vous Économie Soir, vers 19h15, j'accueillerai Raquel Garrido, la porte-parole de la France Insoumise, et Aurore Berger, députée La République En Marche. Ce sera pour le grand débat. À partir de 19h30, la page culture avec mes invités Amélie Nothomb pour son 26e roman Frappe-toi le cœur et Francis Huster, lui aussi pour un livre intitulé N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien. Ensuite, rentrée littéraire oblige, Élodie Fondacci nous parlera elle d'un premier roman, Ses rêves qu'on piétine, du journaliste Sébastien Spitzer. Et Guy Boyer, de Connaissance des Arts, nous fera découvrir l'exposition Diorama au Palais de Tokyo. Mais tout de suite, c'est le journal, donc, avec Béatrice Mouedine. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. La communauté internationale est désemparée face à la Corée du Nord après un nouvel essai nucléaire. Elle a fait exploser une bombe à hydrogène 3 fois plus puissante que celle lâchée sur Hiroshima en 1945. Du nouveau dans l'affaire Maëlys, l'homme de 34 ans mis en examen pour enlèvement et séquestration a reconnu que la fillette était bien montée dans sa voiture le soir de sa disparition. Et puis la rentrée scolaire cette année sous le signe de la musique. Reportage dans un instant avec des musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris. Radio Classique. La Corée du Nord a donc franchi une nouvelle étape dans les provocations avec un 6e essai nucléaire. Le plus puissant jamais effectué par le régime. Les grandes puissances sont donc désemparées. Un projet de résolution sur de nouvelles sanctions sera négocié cette semaine et soumis à un vote lundi prochain. Si les États-Unis plaident pour une sévérité maximale, Marc Tédé, les positions de Pékin et Moscou, alliés de la Corée du Nord, restent incertaines. Oui, il s'agirait de la 8e vague de sanctions contre la Corée du Nord depuis que Pyongyang a procédé à son premier essai nucléaire. C'était il y a 12 ans maintenant. Des sanctions qui n'ont pourtant pas empêché 5 essais supplémentaires de la part des Nord-Coréens. Cette fois-ci, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, réclame les mesures les plus fortes possibles. Et parmi les membres actuels du Conseil de sécurité, le Japon réclame aussi des sanctions, d'autant que l'archipel est en première ligne. Il a été survolé la semaine dernière par un missile nord-coréen de moyenne portée. La France et la Grande-Bretagne sont également favorables à de nouvelles sanctions. Pékin, en revanche, tente de faire baisser la pression et plaide au contraire pour un gel des manœuvres américaines et sud-coréennes dans la région. La Chine qui espère aboutir ainsi à une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Marc Tédé, alors Pékin, allié de la Corée du Nord, plaide donc pour une solution pacifique, alors qu'un peu plus tôt, la Chine a rappelé à l'ordre le régime nord-coréen. Comment interpréter l'attitude de Pékin dans ce dossier ? La Chine est-elle en train de lâcher Pyongyang ou ses responsables pratiquent-ils le double langage ? Élément de réponse avec Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Jusqu'à maintenant, la Chine considérait que la menace nord-coréenne était beaucoup moins importante que celle d'une éventuelle réunification, donc d'une disparition de la Corée du Nord qui entraînerait également un renforcement du poids des États-Unis dans la péninsule coréenne, donc aux frontières avec la Chine. Donc la priorité, c'était limiter l'influence des États-Unis dans la péninsule coréenne. Et si la Chine a l'impression que vraiment les États-Unis peuvent aller très loin, y compris jusqu'à une frappe, et donc aboutir à un bouleversement ou un changement de régime en Corée du Nord sans que la Chine puisse y avoir un rôle à jouer, Pékin sera plus ouvert à l'idée de véritablement exercer une pression très très sévère sur la Corée du Nord
Si en revanche la Chine considère que finalement les États-Unis sans doute ne feront rien, il faut s'attendre à la poursuite de cette stratégie qui consiste à gagner du temps sans aller jusqu'à ce qui pourrait aboutir à un effondrement du régime. Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. J'ajoute qu'un nouveau tir de missile serait en préparation en Corée du Nord, c'est ce qu'affirme Séoul. Et puis, en bref, dans le reste de l'actualité internationale, au Kenya, une nouvelle présidentielle aura lieu le 17 octobre après l'invalidation de l'élection du 8 août et la victoire contestée du sortant Kenyatta. Du côté des faits divers, l'enquête s'accélère après la disparition de Maëlys en Isère. Oui, un homme de 34 ans a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il a reconnu aujourd'hui que la fillette était montée dans sa voiture le soir de sa disparition il y a 9 jours, comme en attestent des traces ADN relevées par les enquêteurs sur le tableau de bord du véhicule. L'homme clame son innocence alors que plusieurs éléments troublants ont été relevés. Il s'est absenté lors de la fête de mariage pour aller changer un short taché de vin. Des témoins l'ont vu parler avec Maëlys. Enfin, il a lavé son véhicule au lendemain du mariage pour le vendre, ce qu'aurait confirmé un acquéreur potentiel. Radio Classique. Plus de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui pour une rentrée en musique, ça nous intéresse. Oui, et c'est ce qu'avait promis avant l'été Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Une initiative tardive qui n'a pas pris dans tous les établissements, mais ici ou là, il y a eu quelques belles représentations. Chanteur du dimanche, chorale aguerri ou même la garde républicaine à Paris. Loïc Loury s'est rendu au 10 rue Levaux dans le 20e arrondissement. Cette école primaire accueillait aujourd'hui un duo à cordes de l'Orchestre de chambre de Paris. Et non, vous n'êtes pas à la Philharmonie de Paris, il s'agit bien d'une classe de maternelle 10 sur 10 pour l'acoustique. Les enfants sont captivés par ce qu'ils entendent et les parents ravis de cette rentrée en musique. C'est plutôt sympa parce que là on arrive en douceur, c'est la première rentrée, surtout pour les CP, c'est tranquille. En plus on est dans un milieu scolaire qui est plutôt une zone ZEP, avec on va dire c'est pas le style musical du secteur, donc du coup c'est marrant, c'est différent. Les deux musiciens terminent tout juste leur tournée des classes. Bilan très positif, nous dit Étienne, le violoncelliste. Certains trouvaient que c'était relaxant, d'autres trouvaient que ça donnait envie de bouger, de danser. C'est vraiment cette impression que j'ai eue on les mettait dans des dispositions, quoi, dans un état particulier d'écoute, de bien-être, tout simplement. Et ça, c'est très agréable pour un musicien d'avoir ce sentiment-là. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Confirmation de Pascal, la directrice de l'école. Moi, j'ai trouvé cette rentrée très calme, très calme en musique. C'était vraiment sympa. Excellent, c'est excellent. Moi, je veux encore de la musique l'année prochaine. Voilà, reportage de Loïc Loury. Bravo aux musiciens de l'Orchestre de chambre de Paris. Et il y a eu malheureusement quelques fausses notes en cette rentrée à Thiais, près de Paris. L'école Schumann est restée fermée aujourd'hui, absence de directeur, trop d'élèves pour trop peu de classes selon les professeurs. Delphine est la mère d'une petite fille qui devait entrer en CE2 aujourd'hui. Elle nous raconte son arrivée à l'école ce matin pour la rentrée. Ce que moi j'ai découvert, c'est des parents d'élèves convoqués tous à l'intérieur de l'établissement pour qu'on leur explique la situation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de directrice ou directeur nommé et que le poste était vacant, ce depuis la mi-juillet, et que le taux d'effectif par classe des élèves faisait demander aux professeurs l'ouverture d'une classe supplémentaire. Moi, je trouve ça assez lamentable qu'en tant qu'administration française, on soit incapable de nommer un nouveau directeur alors qu'on en débouche un. Et au niveau des effectifs, je pense que l'école dans laquelle est ma fille est une école très mixte, avec des élèves qui sont issus de familles de la moyenne bourgeoisie française et des élèves qui sont plus de classes défavorisées, et que pour faire et que la cohésion soit totale, il vaut mieux qu'il y ait une ouverture de classes supplémentaires. Voilà, et sous la pression des parents et des professeurs, une directrice a été nommée dans cette école Schumann à Thiais. Les professeurs ont accepté la mise en place d'un double niveau CP-CM2. Et puis un petit enfant qui fera sa rentrée dans, disons, à peu près 3 ans et demi, ce sera le 3e enfant de Kate et William. Et oui, le palais de Kensington a annoncé cet heureux événement à venir dans la famille royale britannique. Un 3e enfant pour le prince William et Kate Middleton après George, 4 ans, et Charlotte, 1 an. 2 ans, pardon. Eh ben, dis donc, merci beaucoup, Béatrice Mouedine. On vous retrouve à 19h30 pour le flash et la météo.
MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, on me dit que vous avez un scoop. Absolument, chez MMA, moins 15% sur les multirisques MMA Pro PME et MMA BTP. Ça concerne beaucoup de pros, ça? Les artisans et commerçants. Avec les multirisques MMA Pro PME ou MMA BTP, ils bénéficient d'un contrat unique. Et jusqu'au 28 octobre 2017, MMA peut leur offrir moins 15% sur leur première année de cotisation. Bon, envoyez la pub. Offre soumise à condition, contactez votre agent MMA. Profil Plus. Ce mois-ci, Profil Plus a sélectionné pour vous le bon pneu au bon prix. La marque BF Goodrich à partir de 39 €. Oui, 39 €. Retrouvez toute la gamme BF Goodrich sur profilplus.fr. Profil Plus, c'est aussi l'entretien de votre auto. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Opéra en plein air présente Les Noces de Figaro de Mozart dans une mise en scène signée Julie Gaillet. De juin à septembre, redécouvrez l'opéra le plus abouti de l'histoire de la musique sous les étoiles des plus beaux sites de France. Les Noces de Figaro de Mozart, mise en scène par Julie Gaillet, à vivre en plein air de juin à septembre dans toute la France. Réservation sur opéraenpleinair.com. Un événement MoMA Group. L'instant Darty. Eh oui, mais si je veux être un blogueur influent, il faut que je sois équipé. Bien sûr. Jusqu'au 1er octobre chez Darty, le PC Acer ES1 523 625G est à 349 € au lieu de 429 €, soit 80 € d'économie. La mezzo-soprano Kate Lindsay et le pianiste Baptiste Trottignon donneront un concert exceptionnel au Bouffe du Nord le dimanche 17 septembre à 17h. Un dimanche à New York au fil des songs de Kurt Weill, Thousands of Miles par Kate Lindsay et Baptiste Trottignon, un album alpha à écouter quand vous voulez et un spectacle à ne pas manquer le 17 septembre à Paris au Bouffe du Nord. Radio Classique, Économie Soir, avec Céline Cajoulis. Et ce sera donc désormais tous les soirs à la même heure, donc à peu près à 19h10, 19h11. Bonsoir Céline. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Alors, on s'oriente vers une simplification du régime des indépendants, le fameux RSI, pas très populaire. Non, tout à fait. Et le Premier ministre annoncera demain une série de mesures à destination des commerçants, artisans et professions libérales, Éric Mauban. Créé il y a 9 ans, le RSI a longtemps été décrié. L'outil informatique n'était pas suffisamment efficace, avec à la clé des erreurs de calcul dans les cotisations et la crainte pour les adhérents de ne pas tomber sur un interlocuteur compréhensif. C'est l'URSSAF qui sera désormais chargé de gérer ce régime. Une période de transition sera toutefois nécessaire jusqu'à la fin 2019. Le Premier ministre devrait aussi confirmer tout à l'heure la baisse des cotisations pour les travailleurs indépendants afin de compenser la hausse de la CSG. Un coup de pouce évalué à 100 millions € en année pleine. Édouard Philippe devrait aussi annoncer une simplification des démarches et un geste en faveur des auto-entrepreneurs qui pourront conserver leur régime de protection sociale simplifié si leur activité commerciale dépasse les 65 000 € dans les services et les 160 000 € dans les activités commerciales, des seuils 2 fois plus élevés que ceux en vigueur aujourd'hui. Éric Mauban, et puis les salariés de GMS seront finalement fixés sur leur sort jeudi. Le tribunal de Poitiers devrait sans surprise valider l'offre de GMD, seul repreneur sur les rangs, qui conserverait seulement 120 postes sur les 277 que compte l'entreprise. Les salariés dénoncent une offre insuffisante sur l'emploi et l'accompagnement et demandent le versement d'indemnités extra-légales de 75 000 € par personne licenciée. Passons le Rhin maintenant à 3 semaines des législatives en Allemagne. Angela Merkel est rattrapée par la crise du diesel. Alors que certaines villes menaçaient d'interdire la circulation des voitures diesel, la chancelière s'est engagée ce matin à augmenter le fonds d'aide aux agglomérations les plus polluées. À quelques jours des élections, elle doit trouver une solution pour concilier à la fois les contraintes de santé publique et ne pas mettre en péril les 800 000 emplois de l'industrie automobile allemande. Les actionnaires d'Air France valident l'ouverture du capital à des compagnies étrangères. Alors China Eastern et Delta Airlines prendront chacune 10% des actions d'Air France KLM lors de l'augmentation de capital qui aura lieu l'année prochaine. Une opération qui permettra de financer l'investissement de la compagnie dans Virgin Atlantic et d'alléger sa dette. Et puis à noter que demain matin à 7h15, c'est Guillaume Pépi, le président de la SNCF, qui sera l'invité de l'Écho et de Dimitri Pavlenko. Il nous dévoilera en avant-première les très bons chiffres de la fréquentation de cet été. Donc l'avion et le train, il y en aura pour tous les goûts. Et puis on va bientôt pouvoir payer avec le sourire. Oui, c'est désormais possible, mais pour l'instant seulement en Chine. Smile to Pay est un service proposé par le géant chinois des paiements sans contact, Alipay. Il suffit de sourire à une caméra, ça vous savez faire Patrick, qui grâce à une série d'algorithmes vous reconnaîtra. Vous recevrez ensuite une notification sur votre téléphone portable et puis vous validerez le paiement.
Ah, la radio, c'est plus difficile. Et puis, pour finir, les marchés financiers. Eh bien, des marchés prudents après l'essai nord-coréen de ce week-end. Paris a terminé en très légère baisse, moins 0,38% à 5103,97. La bourse de Francfort a clôturé en baisse de 0,33% et celle de Londres en recul de 0,36%. Quant au marché américain, ils sont fermés pour cause de jours fériés. Merci beaucoup, Céline Cajoulis. Il est 19h14 sur Radio Classique. Dans un instant, le grand débat avec Raquel Garrido et Aurore Berger. Vous souhaitez vendre des objets d'art et vous ignorez leur valeur. Avez-vous pensé aux enchères ? Agut, première maison de vente indépendante, expertise et vend pour vous aux plus grands collectionneurs internationaux. Bijoux, montres, voitures de collection, mobilier. Demandez une expertise gratuite et confidentielle en appelant Agut au 01 47 45 55 55. Le Beaulieu Classique Festival fête ses 15 ans. 15 ans d'émotion, de lyrisme et de rencontres musicales exceptionnelles. Pour cette édition anniversaire, découvrez une programmation éblouissante avec Edgar Moreau, Jean-Marc Louisada, le trio Marimba, l'ensemble Voces 8 ou encore l'Orchestre Régional de Cannes. Le Beaulieu Classique Festival, c'est du 14 au 24 septembre dans des lieux magiques en bord de mer. Informations et réservations sur beaulieuclassiquefestival.com. Attention, événement. Le grand concert de Noël de Radio Classique vous attend à Paris et à Bordeaux. Des chefs-d'œuvre classiques les plus festifs aux plus beaux chants de Noël, venez vivre la magie de Noël en musique les 19 et 20 décembre au Théâtre des Champs-Élysées et du 21 au 23 décembre à l'Auditorium de Bordeaux. Réservez dès maintenant vos places pour le grand concert de Noël de Radio Classique sur fnac.com ou radioclassique.fr. Regarde le look de cette Mini. Oh, c'est la nouvelle édition Black Friars. Superbe les jantes. T'as vu le toit ouvrant panoramique? Et les phares à LED. Mais c'est Paul au volant. Je suis fan. De Paul? Mais non, de sa Mini. Salut les gars, vous en faites une tête. Décale-toi, on voit plus ta voiture. Mini Hatch, édition Black Friars, 3 ou 5 portes, avec toit ouvrant, projecteur full LED, radar de recul, GPS, Bluetooth, à partir de 295 € par mois, 36 mois sans apport, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Black Friars en LLD, valable jusqu'au 30 septembre 2017. Conditions sur mini.fr. Radio Classique, le grand débat du soir avec Patrick Poivre d'Arvor. Avec deux jeunes femmes autour de moi, Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Dernière fois que vous étiez venue, c'était comme chroniqueuse, parce que c'était votre habitude ici. Et Raquel Garrido également, la dernière fois c'était comme chroniqueuse, mais vous êtes toujours porte-parole de la France Insoumise, mais vous êtes en plus journaliste ou vous n'êtes pas journaliste? Ah non, je ne suis pas journaliste, non. Je suis avocate. Je suis une avocate engagée, citoyenne, insoumise. Mais vous allez travailler pour Thierry Ardisson, pour C8. Voilà, et Stéphane Simon et Thierry Ardisson m'ont proposé une chronique dans leur nouvelle émission, qui s'appelle Les Terriens du Dimanche et qui sera diffusée les dimanches de 19h à 21h. Et j'anime cette chronique avec un espace propre, voilà. J'ai 6 minutes de chronique et puis des sujets que je monte, je vais sur le terrain pour aussi avec caméra. Alors c'est le terrain justement qui a gêné un peu mes confrères. Ils vous ont regardé, notamment lors de la conférence de rentrée du Premier ministre à Matignon, poser des questions et ils étaient un peu gênés. Oui, alors non, sur le coup. Alors sur le coup, ils n'étaient pas gênés. Ceux qui étaient là étaient très polis et gentils avec moi. Personne ne m'a fait aucun reproche en face. En fait, les reproches que j'ai lus ensuite étaient de la part des absents. Ceux qui de toute façon n'avaient pas prévu de poser de questions, donc, vu qu'ils n'étaient pas là. Et donc moi, ce qui m'étonne, c'est que effectivement, je découvre tout ça. C'est pas les cénacles dans lesquels j'évolue habituellement, mais il s'agit vraiment d'une grand-messe médiatique du gouvernement qui parle directement chez les gens par les chaînes d'information continue. Mais c'est bien qu'il y ait quand même une séparation journaliste et politique. Il y a quand même des questions qui sont posées par les journalistes. Et ben en fait, libre à eux en tout cas de les poser ou de ne pas les poser. Déjà, oui, mais en fait, il y a très peu de questions. En fait, d'abord, il y a très peu de chaises. Il y a 14 chaises. Moi, j'étais très surprise. Et les poids lourds ne sont pas là. Il y a effectivement la presse spécialisée, la presse étrangère, mais très peu de poids lourds de la presse nationale. Ils sont pas là. Ils ont leur raison. Peut-être qu'ils se disent que de toute façon, tout ça, la vraie enquête n'a pas lieu au moment de la conférence de presse. Bon, il n'en demeure pas moins que cette liberté de poser des questions au Premier ministre, les autres ne s'en servent pas. Et puis moi, dans le cadre de mon sujet, j'avais besoin de poser cette question et je l'ai posée. Aurore Berger, ça vous gêne cette porosité entre hommes politiques, hommes ou femmes politiques et journalistes?
Moi, ça me gêne pas. Je pense que c'est des milieux qui, de fait, travaillent ensemble. Donc, cette porosité, elle existe. Après, il faut toujours dire d'où on parle. C'est ça qui est important. Je pense que Raquel Garrido, en l'occurrence, elle a une notoriété qui fait qu'on sait d'où elle parle. On sait que c'est porte-parole de la France insoumise. Que c'est même, voilà, ça montre aussi qu'il n'y a pas de sectarisme dans la manière avec laquelle le Premier ministre a fait valider aussi les personnes qui étaient accréditées ou non. Donc voilà. Ce qui est important, c'est ça. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on dit pas d'où on parle. Quand on a découvert, par exemple, que Joseph Massescaron avait écrit des discours, par exemple, pour François Fillon, on l'a découvert quand même extraordinairement tard dans la campagne, alors que il avait encore des responsabilités au sein d'un journal, d'une rédaction, et des responsabilités éditoriales. Il n'était pas juste éditorialiste, il était en plus vraiment journaliste, etc. Il incarnait aussi ce média. Donc, mais regardez, c'est juste Bruno Roger-Petit, qui a été longtemps notre chroniqueur sur le matin, ici, à Radio Classique, est bien devenu porte-parole désormais du président de la République. Bruno Roger-Petit, il a toujours été éditorialiste, il a toujours affirmé un point de vue. Moi, vous savez, j'ai tout entendu sur Bruno Roger-Petit depuis qu'il a été nommé porte-parole. J'ai autant de gens qui me disent il aurait pas dû être nommé parce que, regarde, il a écrit tel ou tel papier, telle ou telle chronique, ou parfois il a été dur, par exemple, sur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, etc. Et de gens qui me disent de toute façon, il était trop complaisant. Donc, vous savez, à un moment, moi, je pense juste qu'il y avait un besoin, en termes de communication aussi pour le président de la République, qui est quelqu'un qui puisse porter sa parole et qui ne soit pas lui-même. Donc je pense que c'était bien qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé. Après, que ce soit quelqu'un qui ait été éditorialiste, en effet, moi, ça ne me gêne pas. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, il a en conseiller comme quelqu'un qui était avant journaliste sur iTélé et au Move. Bon, c'est la vie des médias. Revenons à la question de la transparence vis-à-vis du téléspectateur ou du lecteur. C'est ça qui compte, en définitive. Je suis d'accord avec vous. Et le problème avec Bruno Roger-Petit, c'est qu'il a fait toute la campagne à l'abri, on va dire, protégé par sa carte de presse dans une certaine neutralité, qui en plus lui a permis de ne pas s'appliquer les règles en vigueur, les règles de temps de parole, les règles de contradiction, etc. Il avait ses opinions, mais enfin, il se présentait comme éditorialiste. D'accord, donc c'est pas pareil. On n'applique pas les règles du temps de parole, par exemple, aux éditorialistes. On les applique simplement, vraiment exclusivement aux personnes qui représentent les candidats. Bon, lui, de fait, il roulait totalement pour Macron et aujourd'hui, c'est confirmé. Donc, il a utilisé sa carte de presse pour contourner des règles au détriment de la qualité et de la sincérité du débat. Moi, je trouve que ça, c'est pas correct. Non, il a exprimé des opinions. Ouais. Je pense qu'il a toujours été libéral. Il travaillait d'ailleurs pour Challenge, qui est en effet un journal qui ne cache pas des opinions en matière économique, notamment, qui sont d'orientation libérale. Libre aux gens de les acheter, d'acheter ou non ce journal, de le lire ou de ne pas le lire. Donc voilà. Quelle est la différence en définitive alors avec un représentant d'un candidat et un éditorialiste ? Si pour vous, c'est pareil. Non, mais un éditorialiste, pour moi, c'est quelqu'un dont on sait qu'il affirme des convictions, des opinions, et qui n'est pas comme un journaliste qui, en effet, est là dans un rôle de média, c'est-à-dire de médiation. Non, mais ça, j'ai compris la différence avec un journaliste qui se veut plus objectif. C'est pas la même chose pour moi. Mais là, j'en reviens du point de vue du citoyen, c'est-à-dire qu'il n'est pas tromperie dans la marchandise. C'est-à-dire qu'on ne lui fasse pas passer un discours analytique, journalistique, pour quelque chose qui est en fait du militantisme pur jus. C'est ça mon problème avec Roger Petit. Certaines émissions avec des éditorialistes, parce qu'il y en a de plus en plus, quand on veut regarder une émission où il y a Zemmour, qu'on veut regarder une émission où il y a Angot, où il y a Moix, on sait quand même à peu près quelles sont leurs opinions, leurs orientations. On sait d'où ces gens parlent et quelles sont en tout cas leurs affinités. En tout cas, il y a quelqu'un qui est venu à votre secours, ça vous étonnera pas, c'est Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido, puisqu'il a dit sur son blog que vous polarisiez la hargne de la caste médiatique. Elle s'est ordonnée et exprimé un point de vue sans jargonner et être pédante. Voilà, bon, ça c'est sympa, mais vous êtes son avocate aussi, donc c'est quand même normal qu'il vous renvoie l'ascenseur. Alors, il y a quand même une affaire... C'est pas du copinage quand même. Il est pas comment dire, c'est pas commun que Jean-Luc Mélenchon soit aussi bienveillant. Non, mais il n'est pas vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il n'est pas toujours habitué à des plaidoyers pro domo sur quelqu'un. C'est vrai. C'est pas habituel. Et là, je pense qu'il le fait parce que il a senti qu'effectivement, il s'était passé quelque chose de fort. C'est-à-dire, moi, j'ai posé une question qui concerne 18 millions de personnes. Et je me suis pris une violence, une réplique de la part de une vingtaine, une trentaine de journalistes qui m'ont parlé non pas des 18 millions de personnes et de la question que j'avais posée, parce que de ces 18 millions de personnes-là, visiblement, ils en ont strictement rien à faire, mais d'eux-mêmes.
dans une espèce de corporatisme étroit qui a nécessité quand même pour parler. Et je viens avec grand plaisir. Pour vous exprimer. Alors donc c'est le chef de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'apparemment cette opposition était normalement émiettée. Il y avait le Front National, mais on l'entend pas beaucoup. Les Républicains qui ont leurs difficultés, les socialistes qui ont les leurs. Pour vous, c'est le chef de l'opposition ou celui qui cherche à le devenir? Je pense que c'est la suite logique de ce qui s'est passé à la présidentielle et aux législatives. On en avait parlé d'ailleurs ici ensemble, un vieux monde qui s'est écroulé, celui des partis piliers de la Ve République, donc les Républicains et le Parti Socialiste. Et il est sorti d'élections, deux mouvements, le mouvement En Marche et le mouvement France Insoumise. Bien représenté ici même. Voilà, et qui incarne l'avenir du débat, la façon dont le débat s'organise désormais dans le pays. Donc oui, c'est assez binaire. Aujourd'hui, il y a Macron qui a réunifié l'oligarchie, indépendamment des c'est un petit peu réducteur même de parler de l'oligarchie, parce qu'on capte pas les pouvoirs, c'est-à-dire on n'a pas pris le pouvoir par la force ou je ne sais quoi, c'est-à-dire à un moment on a été élu sur un projet qui est un projet de réforme extrêmement clair. Oligarchique, mais si vous voulez je peux préciser, il a réunifié l'oligarchie en la faisant élire. Ils sont arrivés au deuxième tour et ils ont été élus en respectant les règles, bien sûr, mais il n'en demeure pas moins. Qu'est-ce que c'est que l'oligarchie? L'oligarchie, c'est le gouvernement des peu, donc en fait c'est un petit groupe d'intérêts financiers d'abord. Mais c'est pas notre cas, on n'est pas un petit groupe d'intérêts financiers. Moi, je suis soutenue par aucun intérêt financier. J'ai financé moi-même ma campagne électorale. C'est comme ça que j'ai fait campagne, comme la plupart des parlementaires de mon groupe. Que vous défendiez, sans même qu'on vous le demande, les intérêts de l'oligarchie, c'est bien votre droit. Non, mais en définitive, vous défendez des intérêts bien compris. J'ai une opinion personnelle qui m'a conduit d'ailleurs à quitter un parti, à en rejoindre un autre, parce que justement, j'estimais que ces convictions-là devaient être incarnées. Moi, je n'ai pas l'impression de représenter tel ou tel intérêt. Je représente. C'est très concret. Là, par exemple, vous enlevez 5 euros d'APL à des millions de personnes et vous donnez une ristourne fiscale de 3 000. C'est extrêmement réducteur aux personnes les plus riches du pays. C'est extrêmement réducteur. C'est assez basique. On fait une réforme. C'est simple. Vous êtes pour, vous êtes contre. On fait une réforme qui était une réforme que nous avions annoncée sur la question du dialogue social, sur la réforme du marché du travail. Non, vous l'avez pas annoncé, ça, c'est pas vrai. Parce que le Parisien a dit non, mais ça, par contre, je peux pas l'accepter. Le Parisien vous a extorqué des informations sur... Il n'a rien extorqué du tout, il a essayé de faire paraître... Il y a une journaliste qui a fait son travail d'enquête et qui a obtenu des éléments. La réaction de votre réaction, enfin vous, là, En Marche, ça a été de dire, en fait, non, c'est pas vraiment ça. Donc, à aucun moment, vous avez mis les éléments en délibération, ni pendant la présidentielle, ni pendant les législatives. Avocate, pas consoeur, donc avocate, laissez la parole à la défense, s'il vous plaît. Moi, j'estime qu'on avait clairement dit quelles étaient les orientations qui seraient les nôtres dans le cadre de la campagne présidentielle, y compris aussi dans le cadre des campagnes législatives, avec des prises de position qui n'étaient pas forcément les plus faciles dans le cadre de nos campagnes. Parce que c'est sûr que quand on dit, par exemple, qu'on va augmenter la CSG pour financer la baisse des cotisations sociales, c'est plus facile de dire que vous allez faire des baisses d'impôts. Sauf qu'à un moment, nous, on a fait un choix qui était de dire il faut que le travail soit plus rémunérateur. Pour que le travail soit plus rémunérateur, il faut trouver des sources de financement. Nous, ces sources de financement, c'était une faible augmentation de la CSG. Ça, il n'y a jamais eu d'agenda caché de notre part. Mais Raquel Garrido a raison, la baisse de l'APL n'avait pas été annoncée pendant la campagne. Sur la baisse de l'APL, c'est assez logique que ça n'ait pas été annoncé, puisque c'est pas une décision que nous avions prise, c'est une décision du gouvernement précédent. Ce qui est important sur la question du logement, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont mal logés et que vraisemblablement, les APL, ça a plus concouru à renchérir le coût des loyers parce que les propriétaires ont intégré finalement l'argent des APL dans le prix des loyers. Donc là, vous allez faire une grande refonte. Donc, il y a une refonte qui doit exister sur la question du logement. C'est la question de la construction, c'est la question aussi des taux d'intérêt. Enfin, c'est un ensemble, le logement, c'est pas uniquement la question des APL. De la même manière, on a augmenté, a priori, dans l'indifférence générale, on a revalorisé le RSA de 10%. Moi, j'ai pas entendu les gens se féliciter de l'augmentation de 10% du RSA. C'est plus important que 5 euros par mois, si on parle en volume, si on parle en numéraire. Augmenter, par exemple, l'allocation adulte handicapé, augmenter le minimum vieillesse, j'ai pas entendu des gens s'en féliciter, alors que là, ça va toucher concrètement aussi la vie de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Non, vraiment, je veux pas laisser dire que 5 euros d'APL, c'est rien. On va pas reprendre le débat avec Corbière et son sac de pâtes et face à votre groupe. Je veux dire, c'est évident pour des millions de personnes. Et c'est simple. De toute façon, il y a des millions de personnes en France, des millions et des millions qui n'ont pas 10 euros à la fin du mois. Si vous enlevez 5 euros à des foyers, c'est des centaines de milliers de foyers qui passent ipso facto sous le seuil de pauvreté. C'est ça la réalité.
Donc vous pouvez pas balayer ça d'un revers de la main. Et pour revenir à la question du code du travail, vous n'avez pas dit pendant la campagne législative que ce que vous vouliez faire, c'était de faire en sorte que le cœur du code du contrat de travail, c'est-à-dire la rémunération, le temps de travail, etc., allait pouvoir être changé sans que vous puissiez vous y opposer et que si vous vous y opposez, non, vous êtes viré. Les accords d'entreprise majoritaires. En définitive, si vous refusez, vous êtes viré. C'est ça que vous êtes en train de mettre en place avec les ordonnances Macron. Dernier mot pour vous. Donc finalement, ça passe presque comme une lettre à la poste, ces ordonnances pour l'instant. C'est essentiel que ça passe parce que si on veut justement qu'à un moment on change la vision qu'on a du marché du travail, qui est forcément soi-disant un antagonisme entre le chef d'entreprise et le salarié, ça marche pas. Et pour la première fois, on a mis la priorité sur les TPE et les PME qui sont les premiers employeurs dans notre pays. Et un accord d'entreprise, c'est majoritaire. Donc ça veut dire que si les 10 salariés de votre boîte sont pas d'accord, vous ne pouvez pas le passer. Et un chef d'entreprise, il a besoin de ses salariés. Là, on se retrouvera tous les trois pour en reparler, puisqu'il y a une grande manifestation attendue donc le 12 septembre avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Merci beaucoup toutes les deux. Merci Raquel Garrido, merci Aurore Berger. Dans un instant, Béatrice Mouedine. Il y a près d'un demi-siècle, naissait en Île-de-France un festival dédié à la musique de chambre, le Festival de l'Orangerie de Sceaux. Cette année encore, de jeunes talents côtoieront les artistes confirmés, dont Sonia Wider-Atherton, Marie-Joseph Jude, François-Frédéric Guy, l'ensemble Contraste ou encore le Quatuor Diotima. Au programme, le meilleur du répertoire, des masterclass et des rencontres inédites. Le Festival de l'Orangerie de Sceaux, 48e édition, du 15 août au 17 septembre. Réservez maintenant sur festival-orangerie.fr. Sony Classical présente l'enregistrement légendaire des variations Goldberg de Bach par Glenn Gould. Pour la première fois, découvrez les coulisses des sessions d'enregistrement. Mystère de l'interprétation, secrets et confidences de studio. Ces documents inédits lèvent le voile sur le travail préparatoire de l'artiste et racontent l'histoire de ce chef-d'œuvre discographique. Glenn Gould et les variations Goldberg de Bach, un coffret unique de 7 CD en édition limitée. L'événement discographique de la rentrée. L'Opéra Grand Avignon présente sa nouvelle saison. Découvrez une programmation exceptionnelle placée sous le signe de la liberté avec les plus grands opéras du répertoire. Orphée de Gluck, la Traviata de Verdi, l'Enlèvement au sérail de Mozart ou encore Dialogue des Carmélites de Poulenc. Abonnez-vous en toute liberté à la saison 17-18 de l'Opéra Grand Avignon sur opéragrandavignon.fr. Voilà, un tout petit peu de retard, 19h31, le flash de Béatrice Mouedine, et puis après il y aura la page culture avec Amélie Nothomb et Francis Huster. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence cet après-midi après un nouvel essai nucléaire nord-coréen. Les États-Unis ont proposé un renforcement des sanctions visant le régime de Kim Jong-un. Pékin et Moscou, alliés de la Corée du Nord, ont prôné le dialogue. Il reconnaît que la petite Maëlys s'est montée dans sa voiture le soir où elle a disparu. L'ADN de la fillette de 9 ans a été relevé sur le tableau de bord. Le suspect mis en examen écroué hier explique qu'elle est montée dans son véhicule avec un petit garçon sur la banquette arrière. Selon le suspect qui clame son innocence, les enfants voulaient voir si son chien était dans le coffre. La justice se prononcera finalement jeudi sur l'offre de reprise pour GMS Industrie. Le tribunal de commerce de Poitiers a mis sa décision délibérée. L'unique offre prévoit de préserver 120 des 277 emplois de l'équipementier automobile creusois. Que donne le temps pour demain ? Eh bien, du beau temps demain sur le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, ce sera un ciel mitigé avec une alternance de nuages et d'éclaircies, parfois de la pluie. Les températures 22 à 28 degrés au meilleur de la journée sur le tiers sud. Ailleurs, il fera entre 19 et 24 degrés. Merci Béatrice Mouedine. Dans un instant, Amélie Nothomb, Francis Huster, Élodie Fondacci et Guy Boyer. Après le succès des précédentes éditions, Radio Classique vous donne rendez-vous pour une nouvelle thalasso musicale au Terme Marin de Saint-Malo. Au programme, les meilleurs soins de thalassothérapie et des concerts d'exception en compagnie d'Ève Ruggieri. La thalasso musicale Radio Classique au Terme Marin de Saint-Malo, un séjour inoubliable du 3 au 8 décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 sur thalassothérapie.com ou radioclassique.fr. Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor.
Alors il y aura Guy Boyer, comme tous les lundis soirs, qui nous parlera de diorama cette fois-ci. Diorama, oui, qui est une exposition très surprenante au Palais de Tokyo. Je me dépêche de vous en parler parce qu'en fait, elle se termine le 10 septembre. Donc il reste plus beaucoup de jours pour aller voir ce qui est une révélation des expositions qui ont eu lieu pendant l'été et qui parle d'un genre très désuet qu'on appelait le diorama, c'est-à-dire des sortes de boîtes où il y avait soit des personnages, soit des décors peints, et qui a été très employé au 19e siècle et que maintenant, les artistes, qui est passé de mode, mais que les artistes contemporains révèrent. Alors, Elodie Fondacci a un premier roman pour les aider. Le coup de cœur de la rentrée, enfin l'un des, parce qu'il y en a beaucoup. En avril 1945, Magda Goebbels s'enferme, vous le savez, avec Hitler, avec Eva Braun, et puis avec 6 enfants dans ce bunker. Elle se donnera la mort, elle tuera ses enfants. Et ce roman qui s'appelle Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer raconte les dernières heures de cette femme qui a été véritablement une Médée moderne. Et puis deux grands invités pour commencer l'année, la rentrée, et deux injonctions qui sont formidables. Francis Huster nous dit « N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien ». Il publie ça donc au Cherche Midi. Et Amélie Nothomb, qui est une jeune romancière, qui elle aussi en est pratiquement à son premier livre. En tout cas, c'est son premier livre depuis bien longtemps. C'est-à-dire tous les ans, à la même. De ce point de vue, vous êtes extrêmement comme un petit métronome. 26e fois, 26e rentrée. Et cette injonction, c'est frappe-toi le cœur. Et si on regarde bien, dans la 4e de couverture, on découvre qu'il s'agit d'une phrase de Musset qui se termine par frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Bon, très bien. Et vous, votre génie, il est où? Parce que il est dans une imagination débordante. Chaque livre, il y a encore un peu plus d'imagination et un peu plus de folie. J'ai l'impression, en tout cas. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais vous ne sentez pas plus folle qu'avant? Je ne peux ni plus ni moins. De toute façon, moi, je n'ai jamais été une autre personne que celle-là, donc à mon sens, je suis normale. Mais s'il y a... Musset a tout à fait raison. S'il y a quelque chose de génial en l'homme, c'est dans le cœur. On le sent bien quand on écrit. La grande force, c'est de là qu'elle vient. Alors, ce qui m'avait étonné en commençant ce livre, je l'ai lu en mai, c'est que les gens, au départ, ont des prénoms normaux. Et ce qui, chez vous, est quand même assez rare. Hein. Elle s'appelle Marie, il s'appelle Olivier, donc c'est plutôt sympa. Après, ça va se compliquer quand même. C'est-à-dire que les prénoms sont normaux en ceci que le sens des prénoms dans ce livre, c'est qu'ils résonnent entre eux. La mère s'appelle Marie, le père s'appelle Olivier. Plus tard, l'héroïne rencontre une femme qui s'appelle Olivia et puis une autre jeune femme qui s'appelle Marielle. Donc, c'est des prénoms. Il fallait que ces prénoms résonnent entre eux. Alors qu'habituellement, chez vous, il y a toujours des prénoms qui sont un petit peu. Mais disons qu'ils sont biscornus. Alors, ils ont une manière spéciale de faire sens. Cette fois-ci, ce sont les échos qu'ils réveillent les uns dans les autres. Quelle est votre idée de départ quand vous racontez l'histoire de Marie et d'Olivier qui s'aiment, qui s'adorent, qui font un enfant et puis après ça se gâte? Je voulais écrire le roman de la jalousie. La jalousie vue comme un langage codé. Donc, je décris une situation de jalousie élémentaire mais extrêmement fréquente. La mère qui tombe jalouse de sa fille. Au départ, ça paraît terriblement innocent. Marie est atteinte de jalousie passive, c'est-à-dire que elle ne jouit que quand elle se sent jalousée. C'est ça aussi beaucoup plus banal qu'on ne le croit, mais ça paraît bien innocent. Ça existe vraiment à ce point. Oui. Et dès l'instant où elle n'est plus la vedette, où elle sent que la vedette lui est ravie par le fait qu'elle a une fille, là, elle devient une jalouse active, c'est-à-dire qu'elle se met à détester sa fille et à la jalouser, à lui faire sentir, à lui faire payer ce qu'elle prend pour le premier rôle de sa fille. Et dans son cas, ça a été dès la première seconde, dès qu'on l'a déposée sur son ventre, la première seconde, après l'accouchement. C'était une grossesse non désirée, venue trop tôt. Et elle a l'impression qu'elle n'est plus la prima donna et que c'est le bébé qui prend sa place. Vous avez été désirée, vous? Ce livre n'est absolument pas autobiographique. Non, mais c'est vrai qu'on repart toujours évidemment de l'idée de l'hygiène de l'assassin, etc. On se dit qu'il y a toujours des petites pistes newtoniennes. Il n'y en a pas du tout là-dedans. Il n'y en a pas du tout. Par contre, c'est une situation dont j'ai très souvent entendu parler. Le nombre d'amis qui m'ont dit que non seulement que leur mère ne les aimait pas, mais qu'en plus leur mère les jalousait, c'est une situation beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit.
Alors la dernière fois ou l'avant-dernière fois, vous nous parliez de champagne beaucoup. Là, vous nous parlez d'œufs mollets. Les œufs mollets, ça a beaucoup d'importance. Il faut pas les rater avec vous. J'ai bien compris. C'est un détail de l'histoire, mais disons que quand Marie est enceinte, elle a une obsession d'œufs mollets. Elle ne se nourrit que d'œufs mollets. Ce n'est pas du tout le centre du livre. Mais bon, non, j'entends bien. Mais enfin, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il soit cuit à 6 minutes 30 que à 7 minutes. Est-ce que vous m'avez invité pour que je vous donne la recette des œufs mollets, Patrick? Ça m'aurait intéressé. Je vous assure, il y a plein de gens qui la connaissent pas, pas à ce point. Mais c'est vrai que quand on vous voit arriver, et c'est gentil de nous réserver toujours votre présence pour l'émission de rentrée, on se dit ça y est, il va y avoir la rentrée des classes, l'hiver va arriver. Enfin, vous êtes là comme une forme de métronome, en effet, qui nous dit le temps passe et le temps arrive, mais Amélie Nothomb sera toujours là. Je pense que je suis un moyen mnémotechnique à grande échelle pour rappeler aux gens les circonstances de la rentrée des classes. Donc bientôt il va y avoir des épithètes homériques. Il faisait un temps de sortie de livres d'Amélie Nothomb, des choses comme ça. Alors, on peut dire, quand même, sans trop dévoiler les choses, que frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Bon, j'entends bien. Mais il y a quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de la phrase et qui va vraiment frapper le cœur. Oui, c'est un livre très dur. En même temps, je trouve qu'il finit bien. Il finit peut-être pas de façon très morale, mais je trouve qu'il finit bien. Coups de couteau, voilà, mais quand même, c'est pas forcément moral. Mais l'important, c'est que ça fasse plaisir. Et vous avez toujours le même plaisir, justement, à faire plaisir. En tout cas, j'ai un plaisir extrême à écrire, ce qui n'est pas du tout en contradiction avec le fait que ce soit très très difficile. Dans la vie, ce qui apporte du plaisir, c'est précisément ce qui est très difficile. J'espère que ce plaisir est contagieux. Jusqu'à présent, les premiers échos sont très bons, donc il semblerait que ce plaisir soit contagieux. Vous en écrivez, alors on sait que vous en avez quelques-uns d'avance, ou en tout cas quelques-uns que vous avez écrits, que vous ne publierez peut-être pas et que vous ne voulez surtout pas qu'ils soient. C'est vrai. L'immense majorité, beaucoup. Puisque je suis en train d'écrire le 89e et que somme toute, je n'en ai publié que 26. 26, c'est 89 écrits. Et c'est pas fini. Parce qu'ils ne méritent pas de voir le jour. C'est pas du tout ça la question. Ce n'est pas du tout un critère qualitatif. La première cause de l'écriture n'est pas la publication. La publication est un accident par rapport à l'acte d'écrire. Et le fait de tomber enceinte d'un livre est chez moi beaucoup plus fréquent que le désir de publication. On s'en est bien rendu compte. Oui. Voilà. Mais ces fœtus, ils sont morts-nés s'ils ne vont pas voir le jour. Ils voient le jour de mes tiroirs, ce qui est pas si mal. Et je les aime tout autant que ceux qui sont publiés, simplement je préfère les garder pour moi. Voilà, ce livre que je vous recommande vivement s'appelle « Frappe-toi le cœur », publié chez Albin Michel, et donc c'est le 26e de Amélie Nothomb. Francis Huster, vous m'avez confié que vous avez une grande admiration pour Amélie Nothomb. Je voulais lui poser une question. Posez-la. Deux questions en fait. La première, c'est, Amélie, est-ce qu'il vous arrive de relire un livre que vous avez publié, bien sûr, et d'être complètement sidéré par l'effet nouveau qui vous fait, c'est-à-dire de découvrir que tout d'un coup, il a lui-même évolué, il a lui-même changé, parce que par exemple, nous, au théâtre, les pièces de Molière, elles changent. C'est sa grande qualité. Elles restent pas ancrées dans un temps. Elles vivent. Est-ce que vos livres continuent à vivre? Bien sûr. Ce sont mes enfants au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils continuent leur croissance quand ils ne sont plus dans mon ventre. Et quand je revois Hygiène de l'assassin paru il y a 25 ans et que je le relis, même si j'ai la sensation de le connaître par cœur, c'est à chaque fois un choc très violent. Ah, il est devenu ça, et ce que je dis de lui est valable de tous les autres. Bien Donc sûr vous serez toujours vivante? Oui. Alors la deuxième question est la suivante, parce que ça je brûle de vous la poser depuis que j'ai lu vos premiers livres. J'ai l'impression que vous écrivez votre vie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que personne dans votre vie ne peut intervenir, votre propre vie. Des fois, je lis vos interventions, comme la dernière fois sur Israël, je me dis que vous avez vous-même aussi, vous êtes un vrai livre vous-même. On a l'impression qu'il y a des gens dont la vie se laisse guider, se laisse porter, ou tout d'un coup elle est même déviée. Mais on a l'impression que la vôtre, c'est vous-même qui l'écrivez. Alors je vous pose une question, si jamais la réponse est positive, pourquoi vous écrivez pas votre propre biographie ?
Mais c'est, ça répond à ce que vous disiez tout à l'heure à Patrick. C'est ce que je fais en très grande partie, c'est-à-dire que certains de mes livres sont ouvertement autobiographiques. Bon, c'est pas le cas de celui-ci, mais c'est le cas de beaucoup d'entre eux. Mais ceux qui ne le sont pas, le sont quand même, parce que il y a la vie que vous avez vécue, et puis il y a la vie que vous n'avez pas vécue, que vous avez fantasmée. Qu'est-ce que je suis content, et que vous avez tout autant vécu dans vos fantasmes ou dans vos insomnies que celles que vous avez vécues. Donc, j'écris toutes mes vies. Pessoa a une phrase géniale, il dit « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas ». Je suis tout à fait d'accord. Alors, dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle « N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien ». Voilà, je dis à un moment qu'on a 4 vies, c'est-à-dire la vie qu'on vit, la vie qu'on croit vivre, la vie qu'on aurait aimé, qu'on aurait rêvé de vivre, et la 4e, c'est celle que les autres prétendent que vous vivez. Génial, c'est tout à fait ça, c'est génial. Tu te rends compte, j'ai entendu Amélie me traiter de génie. Alors donc j'ai du cœur si vous me traitez de génie. Alors c'est vrai, Musset a raison, c'est là où réside le génie. Mais il entendait aussi par là le génie d'Aladin. C'est-à-dire que c'est de là aussi le cœur que peut sortir le bien comme le mal. C'est certain. D'ailleurs, il s'y connaissait en mal, donc oui. Comme d'autres. Donc vous avez beaucoup écrit en effet sur Musset, sur Molière, sur Zweig, c'était votre dernier. Oui. Vous écrivez un petit peu comme Amélie Nothomb, jusqu'alors avec une forme de paravent ou de miroir que vous tenez à distance. Là, cette fois-ci, vous foncez dans le miroir. Oui, j'essaye même de le traverser, c'est-à-dire que je voulais écrire non pas un livre pour me raconter, mais pour que le lecteur, la lectrice puisse se dire « c'est exactement ce que je pense et que je n'ose pas dire ». Je trouve que depuis 10 ans, 15 ans, la France se regarde dans le miroir mais qu'elle n'ose pas le traverser. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont indignes et personne n'ose les dénoncer. Or, je trouve que la beauté de la France, c'est de dénoncer avant les autres. Par exemple, qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est une honte. Que la Marseillaise ose dire, mais enfin, changer les paroles de la Marseillaise. Qu'un sang ennemi abreuve nos sillons. C'est juste un petit détail. Je trouve que j'ai voulu écrire ce livre pour prendre la main des gens et leur dire qu'ils n'ont pas besoin de la mienne. Pour leur dire que c'est pas seulement d'être en marche, c'est de regarder devant et pas en bas. Alors j'ai commencé à écrire 20 pages, 30 pages, j'étais très en rage, très en colère, mais je voulais pas que la personne qui puisse lire ce texte soit en rage ou en colère. Je voulais qu'elle se dise, c'est pas possible. Ce que je dis est pas possible. Mais si, c'est possible, et c'est pour ça que tout d'un coup, page 20 ou 30, tout d'un coup, j'évoque Molière, parce que je trouve qu'on a tellement menti sur Molière comme on a menti sur la France. Tout ce qu'on a raconté sur Molière, sur sa vie, c'est un mensonge. C'est une honte. C'est-à-dire c'est-à-dire que, par exemple, prenons un exemple entre mille, on nous a tous dit au lycée que Molière, on disait que Molière avait peut-être épousé sa propre fille. La mère, c'est donc Madeleine Béjart, une comédienne sublime, une sorte de Marilyn Monroe de l'époque, qui se tape tout le monde, qui a des amants déjà à 15 ans, et qui tout d'un coup est enceinte du comte de Modène. Ce comte de Modène est marié, et comme elle est chrétienne, elle n'avorte pas, et la femme du comte va donc prendre l'enfant comme si c'était le sien. En voilà déjà un enfant de Madeleine Béjart. Et puis quand tout d'un coup, 20 ans plus tard, Poquelin, donc Molière, qui a été son amant à Madeleine, va épouser la fille de Madeleine, il se trouve qu'en l'église Saint-Eustache, on a donc Molière et Armande, main dans la main pour s'épouser, et on a qui ? On a Madeleine Béjart et le comte de Modène. Et comment s'appelle la fille de Molière ? Esprit Madeleine. Poquelin. Or, le comte de Modène s'appelle Esprit Raymond, comte de Modène. Et on donnait, dans la religion chrétienne, on a continué à le donner, comme deuxième prénom, comme la grand-mère ou le grand-père. Donc, à aucun moment, Molière n'a été le père de sa femme. Et tout est pareil. Molière a été assassiné, enfin voilà. Mais ça, c'est autre chose, parce que ce livre-là n'est pas une biographie de Molière. Molière est simplement tout d'un coup l'autre côté du miroir qui prouve qu'on peut le faire. On peut avoir une vie où on retrouve justement ce qu'était la France
Je dis bien ce qu'était la France, c'est-à-dire un pays qui était admiré dans le monde entier par sa culture. Au passage, ce livre, d'ailleurs, vous le dédiez à Pierre Dux, puisque vous dites, parce que la comédie française, j'ai commencé par là. La fameuse maison de Molière, c'est par là que vous avez commencé. C'est par là que j'ai commencé, parce que je pense que c'est très important de, comme disait Giraudoux, de dire non. La France, c'est le pays qui doit dire non à ce qui est en train de se passer dans le monde. Et nous-mêmes, on doit se dire non quand on a la lâcheté de ne pas réagir. Et j'espère que les gens, en lisant ce livre, oseront justement vivre la vie qu'ils ont rêvée, et pas celle qu'on leur impose. Et j'ai beaucoup d'espoir, parce que je trouve que... Enfin, je ne sais pas ce que vous avez pensé en lisant ce livre. Du bien, sinon je ne vous aurais pas invité. Merci. Un livre très enthousiaste. Je vais en lire juste un passage. Vous dites, ne baissez pas la tête, ne t'excuse jamais de ce que tu es. Ne renie pas ta jeunesse, n'étouffe pas tes émotions. Cesse de critiquer les autres, fais mieux qu'eux. Cesse de convoiter ce que tu n'as pas, donne-toi les moyens de le posséder. Ne refuse pas le malheur, affronte-le et profites-en pour t'aguerrir. Voilà, ça s'appelle donc « N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien ». C'est un livre signé Francis Huster au Cherche Midi. Dans un instant, Elodie Fondacci. Vous avez plus de 26 ans, le sens de l'écoute, le bénévolat vous intéresse? Vous êtes disponible 4 heures par semaine en région parisienne? Rejoignez l'équipe de Suicide Écoute. Depuis 1994, l'association Suicide Écoute permet à chacun de trouver une oreille attentive et anonyme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Suicide Écoute vous propose une formation adaptée afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Suicide Écoute, dans le 5e à Paris, 01 45 39 93 74. Et sur www.suicide-écoute.fr. Un tapis, c'est une œuvre d'art. Son entretien demande un véritable savoir-faire. Depuis 3 générations, les maîtres restaurateurs de la clinique du tapis réparent vos tapis même très usés et leur redonnent éclat et couleur avec des pigments naturels. Un savoir-faire traditionnel à découvrir dans nos ateliers à Paris. La clinique du tapis vous propose également un service de nettoyage haut de gamme, à la main. La clinique du tapis, et votre tapis reprend vie. À Paris 7e, 25 rue Bellechasse et Paris 16e, 75 rue Michel-Ange. Et sur cliniquedutapis.fr. Devis gratuit. Radio Classique. Alors on l'a dit, aidons un peu donc les premiers romans, tout le monde a connu ça ici autour de cette table. Et vous, Elodie Fondacci, vous avez choisi Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer, qui est consacré à la femme de Goebbels, donc Magda Goebbels. Voilà, on est en avril 1945 et la guerre est perdue. À cette date-là, nul ne peut plus l'ignorer. Les bombes font trembler Berlin, les orgues de Staline, comme dit l'auteur. Les Russes sont en train de marcher sur la ville et pourtant ce soir-là, il y a un dernier concert, le dernier concert du Philharmonique de Berlin, devant un parterre de dignitaires nazis. Donc Magda Goebbels, bien sûr, est parmi eux, la première dame du Reich, celle qui était l'épouse du ministre de la propagande et surtout chérie par Hitler, qui voyait en elle l'incarnation de la reine parfaite. Elle est là, elle est au premier rang quand l'orchestre entame le crépuscule des dieux. Et en fait, il y a une raison à cette ultime mascarade, ce concert, c'est que pendant l'entracte, des membres des jeunesses hitlériennes vont distribuer aux dignitaires nazis des capsules de cyanure. Et ils sont venus pour ça, pour recueillir le poison qu'ils vont emporter, pour pouvoir ne pas avoir à répondre de leurs actes. Et donc, quand elle sort de l'opéra, Magda, elle a glissé ses capsules dans sa poche, son chauffeur l'attend en bas, il va l'emmener dans ce bunker où sont Hitler, Eva, et puis ses 6 enfants qui dorment dans des lits superposés. Ces 6 enfants à qui elle donnera la mort en laissant cette lettre ultime. Le monde qui viendra après le Führer et le national-socialisme ne vaudra pas la peine d'être vécu, et donc j'en retire mes enfants. Et là, on est en avril 45 et c'est au même moment que les Alliés découvrent les camps de concentration. Voilà, donc pendant que se passent à Berlin ces scènes terrible, eh bien il y en a d'autres terribles, puisque dans la panique, les SS tentent aussi d'évacuer les camps, et donc ils vont essayer de dissimuler aux yeux des Alliés l'ampleur des massacres, et donc ils lancent sur les routes, pour aller les tuer un peu plus loin, des cohortes de prisonniers, de morts vivants, hagards, épuisés, et parmi ces hommes, il y en a un, Aimé, qui a dans sa poche un rouleau de cuir. Et c'est un trésor qu'il va essayer de sauver coûte que coûte. Lui, quand il succombera à cette marche de la mort, eh bien, il fera en sorte de passer ce rouleau à un autre, et Judas, à son tour, le passera à Féla, qui la transmettra à elle aussi, car ce rouleau est plus précieux que leur vie, donc ils savent depuis longtemps qu'elle ne vaut rien. Qu'est-ce qui contient ce rouleau ? Eh bien, dans ce rouleau, il y a des lettres.
la mémoire des camps, des dizaines de lettres qui témoignent de ce qui s'est passé. Et parmi ces missives désespérées, il y a les lettres d'un homme qui s'appelle Richard Friedlander, fourreur juif, qui a été raflé parmi les premiers, qui mourra à Buchenwald, et qui s'adresse à sa fille, une certaine Magda. Alors, évidemment, la question qu'on se pose en lisant ce livre, c'est réalité, fiction ou une part de réalité ? Eh bien, c'est les deux. C'est-à-dire que les lettres en elles-mêmes qui sont dans ce livre sont des fictions, écrites par l'auteur. Par contre, Richard Friedlander a existé et il était bel et bien le beau-père de Magda. Il l'a élevé. Et Sébastien Spitzer donc, le beau-père le père adoptif. Voilà. Ouais. Et donc, lui est intimement convaincu que c'était son père biologique, mais on n'en est pas certain. Et c'est autour de cette filiation honteuse, donc, que ce roman magnifique est construit, c'est-à-dire qu'on alterne entre le récit très intime des dernières heures de cette femme qui voit ses rêves piétinés parce qu'elle a continué à croire jusqu'au bout à ce Reich qu'elle chérissait, et l'histoire de ces juifs sacrifiés qui sont les maillons d'une terrible chaîne. Et Spitzer leur donne voix, leur donne chair. Pour moi, c'est un des plus beau roman de la rentrée. Prix Stanislas, déjà, du premier roman, et finaliste du prix FNAC. Voilà. Ils sont plus que 5. Ils sont plus que 5. Je trouve qu'il est meilleur que les 4 autres et je lui souhaite vraiment ce prix qu'il mériterait amplement. Ça sera remis d'ailleurs le 15 septembre à la Halle des Blancs-Manteaux dans le forum FNAC Livre. On attend ce prix avec impatience. On rappelle le titre, donc, Ces rêves qu'on piétine, de Sébastien Spitzer. Dans un instant, Guy Boyer. Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. Alors, Guy Boyer, donc, vous revenez du Palais de Tokyo, où il y a encore pour quelques jours... Jusqu'au 10 septembre, effectivement, une exposition. Je l'ai vue il y a quelques temps. Hein. Vous me dites, je reviens du Palais de Tokyo. Non. Je l'ai vue il y a... L'exposition s'est ouverte le 14 juin. C'était au moment des dernières expositions, des derniers commentaires que nous faisions avec vous. Donc, on n'a pas pu en parler. Et maintenant que je l'ai vue et que je l'ai revue, je dis vraiment, il faut courir voir cette exposition. D'abord parce qu'il y a plein d'auditeurs qui ne connaissent pas le Palais de Tokyo, parce qu'on pense que c'est le temple de l'art contemporain le plus branché. Et bien là, on a une exposition qui, comme au Grand Palais finalement, permet de faire le passage entre l'art ancien et l'art contemporain. Et avec un thème très particulier qui sont ces dioramas. Alors les dioramas, on l'a oublié, c'est des sortes de boîtes de plus ou moins grande taille, ça peut être petit et portatif et être à la maison, mais aussi dans les muséums d'histoire naturelle, par exemple, vous avez des grands dioramas qui sont des panneaux peints qui représentent un environnement soit naturel, soit imaginaire. Souvent maritime, maritime, mais parce que vous êtes passionné par le maritime, mais il y en a aussi sur les montagnes ou sur la campagne d'ailleurs, où on voit des personnages ou des animaux. Et ce diorama, en fait, est quelque chose de très ancien. Qui a inventé le diorama ? Alors, le diorama a été inventé en 1821 par quelqu'un qui a inventé quelque chose de plus important, qui a inventé la photographie, qui est Monsieur Daguerre, et qui, avant d'inventer la photographie, avait mis au goût du jour ce système, cette espèce de théâtre, une forme qui est un peu entre le théâtre et le cinéma, puisque c'était des grandes toiles peintes, un peu transparente, et par un jeu de lumière qui soit éclairait le panneau lui-même, soit par derrière révélait d'autres images, faisait qu'on voyait quelque chose d'animé, qui avait du mouvement. Alors l'exposition est vraiment très pédagogique, puisqu'elle montre à la fois ce qui était avant le diorama, c'est-à-dire on va remonter jusqu'aux crèches napolitaines, qui sont aussi des petits personnages qui sont mis en situation. On va voir aussi ces petits tableaux qui existaient au XVIIe siècle avec des personnages, mais qui étaient faits en cire. Et on en arrive au diorama, on voit un vrai diorama en train de fonctionner, avec l'évolution des formes, la révélation des formes, et on en arrive à Louis Daguerre, qui a donc inventé un des spectacles que tout Paris avait voulu voir à l'époque, sur le boulevard Saint-Martin, qu'on appelait la messe de minuit. On va dire, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Eh bien, ça montrait l'intérieur d'une église, à un moment donné où le cinéma n'existait pas, bien sûr. Et les spectateurs arrivaient là, voyaient l'église au début de la journée, peu à peu la lumière apparaissait, et par un effet de surprise, d'un seul coup, on voyait la masse des visiteurs, des gens qui venaient prier dans l'église, qui figuraient. Alors c'est uniquement par la lumière que ce qui était caché était révélé, et ça allait jusqu'à la fin de la journée. Et il va y avoir une évolution au XXe siècle. Alors oui, je le disais tout à l'heure, les muséums d'histoire naturelle se sont emparés du diorama. On a voulu montrer le bouquetin dans ses Alpes, aussi bien que les squaws et les Indiens dans leur environnement naturel. Ce qui est amusant et qui figure aussi dans l'exposition, c'est que le cinéma s'est inspiré de ces dioramas.
et à montrer, comme dans La Nuit au musée, Lascaux qui revit, qui sort de sa boîte. Et puis surtout, il y a plein d'artistes contemporains comme Pierrick Saurin, Charles Maton et d'autres qui ont récupéré cette idée du diorama. Merci beaucoup, Guy Boyer. Et est-ce que je peux terminer en disant qu'il existe encore un diorama qu'on peut voir, qui est dans une église de Brie-sur-Marne, qui date de 1842, donc qui est de ce Daguerre, et qu'on peut voir encore fonctionner. Merci Guy. C'est la fin de ce 19h-20h, réalisé par Bertrand Dorinic. Je remercie dans un instant l'invité de Florence Belkacem, Daniel Cohn-Bendit, pour une certaine idée de la France. Et puis à 20h, le journal du classique présenté par Laure Maison. Très bonne soirée à tous sur Radio Classique. Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, on me dit que vous avez un scoop. Absolument, chez MMA, moins 15% sur les multirisques MMA Pro PME.